A man was caught trespassing in Taylor Swift's New York City apartment building after claiming that he was a friend, and he has since been taken into custody. C'est oppressant de fou. Tous les youtubeurs en parlent, vous disent d'arrêter, que ça sert à rien. Là, vous attendez devant chez moi, je viendrai pas faire de photo avec vous. J'ai pas envie de faire une photo avec un mec qui squatte devant chez moi. Une citation très célèbre d'Abraham Lincoln définit la pop culture comme la culture des fans, par les fans et pour les fans. Cette citation apocryphe met en évidence la place centrale des fans dans la culture de masse. On parle régulièrement des fans ici. On a évoqué en début d'année le pouvoir extrêmement impressionnant pris par les différentes fandoms, notamment depuis l'explosion sur internet. Certaines sont tellement organisées et puissantes qu'elles réussissent à influencer sur leurs œuvres et leurs artistes préférés. Dernièrement, on a aussi abordé le cas des conventions de fans de pop culture, leur histoire et leurs dérives. On parlait des fans prêts à payer des centaines voire des milliers d'euros pour rencontrer la célébrité de leur choix. Même les plus grosses franchises comme le Marvel Cinematic Universe se reposent sur sa communauté de fans extrêmement fidèles pour promouvoir les séries Disney+, par exemple. A l'inverse, les fandoms peuvent aussi être les premières fossoyeuses d'œuvres issues de leur univers préféré. Comment ne pas évoquer la série Rings of Power, librement adaptée de l'univers du Seigneur des Anneaux. Au-delà des stupides attaques racistes envers les personnages de couleur, beaucoup de fans de la première heure, des films de Peter Jackson, mais plus encore de l'univers littéraire de Tolkien, ont vivement reproché à la série son manque de cohérence et de fidélité à l'œuvre. De quoi ternir avant même son lancement officiel la réputation de la série. Mais malgré l'importance indéniable prise par ses fans au sein de la pop culture, ces derniers sont encore l'objet de critiques, notamment pour leur comportement. Par exemple, on se souvient des nombreuses polémiques qui entourent les différentes séances de projection de films d'animation japonais, notamment dans la salle du Grand Rex. Ces dernières sont souvent l'occasion pour les fans déchaînés, prêts à tout pour exprimer leur hype face à ce qui se déroule à l'écran. Pour rester sur les fans de contenu asiatique, comment ne pas mentionner les K-pop stans? Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, stan, ça vient de la chanson du même nom d'Eminem, qui racontait, et qui était un peu une chanson storytelling, qui racontait le point de vue d'un fan hardcore d'Eminem qui devenait complètement fou, qui l'aimait puis le détestait, etc. et qui a donc été repris globalement par les fandoms pour signifier que vous êtes extrêmement attaché à un artiste ou à une œuvre de manière générale et que donc vous stannez. Il me semble que je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, mais au moins comme ça, tout le monde est au même niveau. Je me souviens qu'on m'avait mis en garde lorsque j'avais osé faire une vidéo sur le groupe BTS. Finalement, tout s'est toujours assez bien passé, mais d'autres événements, notamment un lors de la sortie de CD à la Fnac, met la lumière sur des agissements incorrects de ses fans. Certaines sont même régulièrement accusées sur les réseaux sociaux de fétichiser les Coréens en raison de leur goût pour les chanteurs du pays. Lors des concerts d'artistes extrêmement connus, il n'est aussi pas rare de voir des personnes du public monter sur scène pour approcher leur idole ou réagir de manière inappropriée lorsque cette dernière s'approche un peu trop de la fosse. Et encore, ça, c'est les versions soft. En interview, les stars se plaignent régulièrement de fans au comportement au mieux dérangeant, au pire très inquiétant. La question du fan le plus étrange est régulièrement posée, et les réponses font parfois froid dans le dos. Zac Efron expliquait qu'un fan lui avait envoyé un bout de peau. Un autre fan avait envoyé son oreille à Jared Leto, qui en a fait un collier. Vraiment, je sais pas qui est le plus bizarre là. Parfois, ça va même beaucoup plus loin, avec des célébrités qui disent en avoir marre d'être suivies jusqu'à chez elles ou dans la rue comme Taylor Swift. Des gens passent la journée devant leur maison pour espérer les croiser et leur adresser un mot. Michou, puisque ça touche aussi les influenceurs, en a parlé par exemple dans sa dernière FAQ. Le pire dans ce cas précis étant le malheureusement célèbre John Hinckley, qui a développé une obsession particulièrement malsaine pour l'actrice alors très jeune, Jodie Foster. Il est même allé jusqu'à tenter d'assassiner Jimmy Carter et Ronald Reagan, deux présidents des États-Unis, pour attirer son attention. Tout ce stratagème découlait en réalité d'une volonté de coller à l'œuvre Taxi Driver, qui a mis la lumière sur l'actrice et dont John Hinckley s'est inspiré pour ses agissements. Parfois, malheureusement, cela aboutit. Il me paraît quasiment inutile de m'étendre sur le meurtre de John Lennon, tué par un fan frustré, Mark David Chapman. La même tragédie est également arrivée à l'actrice Rebecca Schaffer. Si cet aspect quasi true crime spécifique vous intéresse vraiment, je vous renvoie vers la vidéo de Tales from the Click à ce sujet. Nous, on va se concentrer sur les fans qui tentent à tout prix de se rapprocher de leur célébrité préférée, quitte à franchir les barrières du respect, et sans pour autant tomber dans une problématique trop morbide. Je pense plutôt à ces sosies qui sont prêts à tout pour ressembler à un artiste. Tobias Strappel a par exemple fait de nombreuses chirurgies afin de ressembler à Justin Bieber avant de mourir en 2015. Dernièrement, c'est la sosie d'Ariana Grande, Paige Niemann,
qui a fait polémique en recopiant trait pour trait les photos de la star, mais surtout en ouvrant un OnlyFans récemment. Alors même qu'Ariana a plusieurs fois fait part de son malaise vis-à-vis de sa pratique. Et là, je me dois de faire un aparté sur un film dont j'ai déjà parlé mais qui symbolise parfaitement cette problématique, Perfect Blue. C'est un film d'animation japonaise sorti en 1997 qui raconte l'histoire de Mima, une ancienne star de J-pop qui décide de se reconvertir en tant qu'actrice. Elle se met alors à recevoir des menaces de la part d'un fan anonyme et plusieurs meurtres se produisent autour d'elle. Ce fan mystérieux se met même à se faire passer pour elle sur un blog, justifiant ses choix de carrière par le fait qu'elle serait exploitée et forcée. À force de lire ces messages, Mima finit par perdre le sens de la réalité et surtout de son identité. Et ce fan extrêmement intrusif en arrive même presque à la remplacer. Alors, pourquoi ? Comment expliquer que des personnes en viennent à suivre ces célébrités ? On va l'évacuer tout de suite, comme ça c'est fait. Oui, la relation parasociale rentre en compte. Là, ce n'est pas vraiment de ça dont il s'agit. Même dans le cas d'une relation parasociale, il existe malgré tout des limites sociales et mentales dans le comportement des fans vis-à-vis de leurs idoles et de leurs œuvres préférées. Et là, je me permets de revenir sur un point. C'est vrai que dernièrement, on a beaucoup parlé des célébrités, beaucoup parlé des fans, ces 3-4 derniers mois, je dirais. Et vous inquiétez pas, ça va changer. Là, je pense qu'on est sur la dernière vidéo de ce type avant au moins 3-4 mois, sachant que j'ai déjà prévu quelques vidéos en avance qui vont plus se reconcentrer sur les œuvres plutôt que sur notre rapport aux œuvres et sur les fans. Mais ce que je trouve bien, c'est que effectivement on a beaucoup parlé de la relation parasociale, peut-être un peu trop, mais au moins je trouve que ça permet d'avoir une vision d'ensemble beaucoup plus complète quand on voit les problèmes de santé mentale, l'attachement aux œuvres, le culte des célébrités. Et ce que je trouve plutôt bon signe, c'est que tous les raisonnements qu'on a développés sur la chaîne autour des célébrités et autour des fans globalement sont cohérents. Une étude britannique de Carl Roberts s'est alors penchée sur le sujet. Elle a été conduite auprès d'un panel assez jeune d'étudiants d'une université. Et déjà, elle met fin à un cliché pourtant longtemps perpétué. Les résultats sont sensiblement les mêmes chez les femmes et chez les hommes. L'idée selon laquelle le sexe féminin serait plus enclin à avoir un comportement de fangirl et de groupie ne se vérifie pas, du moins dans cette étude. Pour ce qui est des autres résultats, les élèves devaient indiquer s'ils avaient déjà réalisé certains comportements. 6% d'entre eux avaient visité la maison d'une célébrité ou suivi sa trace. Et cela monte même à 10% pour ce qui est des appels sur leur ligne de téléphone personnelle. C'était même 50% pour le fait d'envoyer une lettre à leur lieu de travail. Mais surtout, les résultats de l'étude montrent une corrélation entre une forme d'anxiété autour de l'attachement de la part des individus qui étaient plus enclins à faire ces comportements et donc le fait de stalker. Les personnes qui avaient le score le plus élevé au test d'anxiété à ce niveau étaient celles qui avaient le plus participé à du stalking de célébrités. Aux États-Unis, un concept porte même le nom de celebrity worship, donc un culte des célébrités de manière littérale, mais qui a une connotation vraiment pathologique, qu'on pourrait presque rapprocher du fanboyisme en France, même si ce dernier reste également un anglicisme. Des études ont été menées sur le sujet des caractéristiques des individus concernés par les celebrity worship. Ces derniers sont plus enclins à la chirurgie esthétique et ont plus souvent une mauvaise image de leur corps. Ils ont également des tendances à la dépendance au stalking et aussi à faire des achats compulsifs. Enfin, des études montrent que les celebrity worshippers sont plus susceptibles d'avoir une mauvaise santé mentale et même de présenter des symptômes cliniques de dépression, d'anxiété et de dysfonctionnement social. Ces comportements ont lieu parfois de manière isolée par des individus, mais aussi désormais au sein de fandoms qui vont participer à la normalisation de ces agissements. Elles vont faire un effet de bulle de filtre, donnant l'impression qu'il est normal d'agir de cette manière. Dans le chef-d'œuvre King of Comedy, que je vous recommande à nouveau, un fan d'un présentateur télé le suit et finit même par l'enlever pour accéder à la célébrité. Au début du film, une séquence très intéressante montre ce personnage, souffrant clairement de troubles mentaux, interagir avec une autre fan omnibulée semble-t-il par la même obsession que lui. La proximité avec le présentateur donne l'impression d'être une forme de défi entre les deux pour savoir lequel est le plus proche de la star et a eu le plus d'interactions avec lui. On voit donc parfaitement comment un cercle de fans restreint et beaucoup plus engagé peut mener à une forme de surenchère dans leur comportement vis-à-vis de la personne qu'ils stannent. Listen, I don't want to be cruel, but really, we're in front of Jerry's building. God forbid he should see me with you, because Jerry and I have a real relationship going. You know what I mean? No fantasy world. You know what I'm talking about? D'ailleurs, on peut se demander, comme d'habitude, dans quelle mesure en fait ces événements et ces comportements sont pas plus nombreux actuellement, mais sont simplement plus visibles par le biais des réseaux sociaux. Un rien est transformé en fan qui dérape. Je pense dernièrement, il y a Louis Tomlinson qui a fait des concerts, qui a même fait un festival où on voyait des fans lui toucher le visage de manière qui pourrait être un peu inappropriée. Alors apparemment lui ça le dérangerait pas, mais c'est pour dire que ces vidéos ont beaucoup tourné alors que il y a 15 ans, on n'en aurait sûrement jamais entendu parler. Donc effectivement, il y a une plus grande visibilité de ces comportements et à la fois, comme on l'a dit,
ça peut amener à plus les condamner, mais ça peut aussi amener à plus les banaliser. Je suis sûr qu'il y a plein de séances de cinéma où les fans d'animé étaient comme des fous, qui ont simplement reproduit ce qu'ils ont vu sur Twitter, TikTok ou Instagram et qui se sont dit « Ah venez, on va faire pareil, on va foutre le bordel, ça va être marrant ». Il s'agit alors selon moi des principaux facteurs explicatifs sur les comportements déplacés, inappropriés voire dangereux de certains fans. La relation parasociale, une santé mentale plus fragile et parfois un phénomène de groupe engrainant encore plus le processus. Mais surtout, comme je l'ai expliqué en introduction et dans diverses vidéos, la culture du divertissement, la pop culture, va jouer de cet engouement excessif de certains fans. Les cas de stalking ou les comportements inappropriés sont tournés en dérision par les médias mainstream. Et ça, c'est quand ils ne participent pas directement à cette pratique, par le biais des magazines People qui, plus que normalisent, institutionnalise et crée un business autour du stalking et de l'intrusion dans la vie privée des stars. Certains reprochent à des comptes comme Celebs in Paris d'exister et de faire fuiter les informations sur les célébrités présentes à Paris. Mais c'était une pratique qui existait déjà, avec certes moins d'immédiateté. Sur un sujet beaucoup moins grave, reprenons l'exemple des cris dans les salles de cinéma par les fans les plus excités. Je vais vous passer un extrait du film Spider-Man No Way Home, sorti en décembre 2021. Pour rappel, avant la sortie du long métrage, aucune communication n'avait officialisé le retour d'Andrew Garfield pour son rôle. Et voici la scène dans laquelle il fait son retour. Oh! Hi. Hi. No, it's okay, I'm a nice guy. Normalement, si vous êtes bien attentif, vous avez remarqué qu'en dehors de l'absence de grandiose et d'emphase dans la manière dont il apparaît, on a surtout un blanc de 15 secondes, ce qui est énorme, durant lequel aucun dialogue n'a lieu, simplement le cri de l'attente de Ned et Peter qui répètent « OK ». L'objectif est clairement ici de laisser le temps et la place aux spectateurs de pouvoir crier et applaudir en voyant la scène, sans louper aucune information essentielle. Et les producteurs ne s'y sont pas trompés à en juger les vidéos de réaction dans les salles de cinéma. De même, une nouvelle vidéo d'archives est sortie à l'occasion de l'anniversaire de l'ancien boys band One Direction. Dans celle-ci, on voit la formation du groupe par le jury X Factor UK qui ne souhaite pas les éliminer et souhaite les voir en groupe. L'une des premières réactions a été « Les petites filles vont les adorer ». Les producteurs de boys band jouent complètement sur le désir de jeunes filles, dont derrière il est difficile de s'étonner des comportements déplacés au moment où elles se retrouvent face au chanteur en question. Une étude plus récente, toujours sur le Celebrity Worship Syndrome, soulève qu'en plus des problèmes de santé mentale, notamment des troubles de la rêverie compulsive, les individus qui stannent des célébrités ont plus tendance à avoir un usage immodéré d'internet et surtout un désir important de célébrité. Et c'est là qu'on a un paradoxe en fait de notre culture du divertissement et de notre culture pop, c'est-à-dire qu'il y a une condamnation publique, les gens sont non c'est pas bien, il faut pas stalker, il faut pas avoir ces comportements complètement déplacés avec des célébrités. Le système de divertissement se nourrit de ces fans hardcore qui vont énormément consommer, énormément dépenser. Encore une fois, je prends l'exemple des boys bands qui sont faits pour plaire aux jeunes filles et les faire fantasmer sur des jeunes garçons plutôt mignons. Tout comme c'est difficile d'aller reprocher aux spectateurs de Spider-Man No Way Home de crier pendant la scène où Andrew Garfield revient, alors que la scène est construite pour avoir un moment où les fans crient. Et donc il y a effectivement cette contradiction qui fait, selon moi, que ces comportements se perpétuent et vont continuer à se perpétuer, tout simplement parce que la pop culture, d'un côté, y bénéficie. Mais en fait, c'est plutôt les individus, les artistes et les célébrités qui, eux, en souffrent. Ce que je trouve frappant, c'est que lorsque l'on reprend toutes mes vidéos sur la culture de la célébrité, les communautés de fans, les stéréotypes, etc., tout quasiment semble culminer dans ces fans débordés de messages à la fois contradictoires et séduisants qui vont éveiller en eux des troubles psychologiques les poussant à agir de manière déraisonnable. Cela n'excuse en rien leur comportement, qui est extrêmement condamnable, en plus d'être parfois simplement un délit, mais je trouve intéressant et même primordial de sortir d'une vision individualiste qui consisterait à se moquer et pointer simplement du doigt les personnes déviantes sans comprendre les mécanismes qui les ont poussés à agir ainsi. Notre culture du divertissement incite quasiment au comportement déviant. Et forcément, les personnes plus fragiles psychologiquement, comme on l'a vu, sont plus susceptibles de tomber dans le piège. Dans ces agissements, c'est moins l'humain à l'origine de l'action que la fan culture qui montre toutes ses limites. She asked me, who are you? Can I tell her? Hey, where are you running? Why are you running away? Okay. You almost hurt someone? Why are you running away? Guys, you're trying to... Talk to me. Just talk to me without the camera. She wanted to know who you are.